Et bon anniversaire à ChatGPT. Il est sorti il y a 2 ans de ça du ventre de sa petite maman Sam et il a voilà tout bien tout potelé et il a bien pris. Il a bien pris le ChatGPT parce qu'il a pris 250 millions d'utilisateurs en l'espace de 2 ans dans le monde entier et aujourd'hui bah voilà la personne qui n'utilise pas ChatGPT, je sais pas comment est-ce qu'elle fait aujourd'hui. En tout cas moi je l'utilise tous les jours et il n'y a pas voilà il y a pas une journée où je n'utilise pas ChatGPT, ça c'est clair et net aussi bien dans le milieu du développement, parce que moi je développe des applications, donc ChatGPT est une force extraordinaire en tant que développeur, et notamment je pense que ben, voilà, les personnes qui utilisent ChatGPT sont de meilleurs développeurs que ceux qui sont réticents. Ça c'est mon point de vue, et j'ai plein d'arguments là-dessus, mais bon après ça peut se débattre, mais on va revenir à ChatGPT, et pourquoi est-ce que il a eu en fait un succès aussi fulgurant? Parce que je crois que les premières semaines ou le premier mois, il se mangeait des millions d'utilisateurs supplémentaires. Et heureusement que notre ami Microsoft était là pour pouvoir supporter justement cette technologie ou ChatGPT en termes d'investissement. Et ça s'est ressenti hein. Un peu plus loin dans l'article là, que j'étais en train de lire, ChatGPT en termes de voilà, en termes de valorisation au départ, c'était 29 milliards de dollars à son lancement. Et là, aujourd'hui, donc c'est tout jeune, hein, c'est en septembre 2024, c'est 160 milliards de dollars. C'est gigantesque. Et ça se fait ressentir sur l'économie de monsieur Microsoft parce que bah, concrètement, Microsoft a explosé aussi avec ChatGPT. Ils ont valorisé leurs actions Microsoft grâce aussi à cette technologie parce que bah, derrière, c'est eux qui les poussent. Et tu as aussi la technologie en elle-même, c'est-à-dire la puissance de calcul, notamment par l'intermédiaire de Nvidia, qui eux bah, sont peut-être les rois du monde parce que tu sais, je crois qu'il y a une expression, est-ce qu'il vaut mieux être le vendeur de pelle ou le chercheur d'or ou quoi que ce soit. Un chercheur d'or aura toujours besoin d'une pelle pour aller chercher son or. Bah là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour l'intelligence artificielle, on aura toujours besoin de puces. Donc Nvidia est en train de devenir, et je pense qu'ils sont en phase de devenir l'industrie principale pour fournir les différents types d'intelligence artificielle qui vont naître dans les mois et les années à venir. Et je pense qu'on est au tout début, hein. On est au tout début de l'intelligence artificielle d'ordre global et qu'on va devenir des humains qui vont être augmentés par l'intelligence artificielle. Je vais te montrer un exemple, enfin je vais t'expliquer un exemple dans cette vidéo de pourquoi est-ce que je te dis ça. Ceci dit, pourquoi est-ce que, à mon sens, ChatGPT a grossi très rapidement? Et ça, c'est un enseignement qu'on peut prendre quand on crée des applications, parce que sur cette chaîne, on est là pour pouvoir créer des applications, pour pouvoir créer des applications mobiles, SaaS, web ou ce que tu veux, et bah, faire en sorte que ces applications-là, elles soient rentables par la suite. Donc c'est vraiment le sujet de cette chaîne-là. C'est pour ça que je dis qu'on peut en tirer en fin de compte une bonne leçon, notamment sur le fait que ChatGPT avait quand même un outil extrêmement complexe derrière. L'intelligence artificielle, c'est pas un truc facile. Tu demandes à n'importe qui, mamie Jacqueline ou quoi que ce soit, de t'expliquer l'intelligence artificielle. Pour eux, c'est un flou global et pour le coup, ça va devenir très compliqué de trouver une réponse, même avec des personnes qui sont un peu plus avancées. Donc, ils ont une technologie extrêmement complexe derrière qui fait des choses extrêmement complexes. Donc, ils ne pouvaient pas s'amuser à fournir un outil compliqué. Et tout le monde sait envoyer des SMS, tout le monde sait répondre à une messagerie, tout le monde sait écrire un email. Et à partir de là, on a le réflexe toujours qui est, bah voilà, quand j'envoie un message, généralement je pose une question ou j'envoie quelque chose, je m'attends à avoir une réponse. Et ben, tu mets un chat face à une technologie très complexe, eh bien tu te retrouves à avoir un outil extrêmement simple à utiliser. Et si tu regardes toutes les personnes qui ont suivi derrière, je prends par exemple le cas de Perplexity, c'est du texte pour avoir une information augmentée par l'intelligence artificielle. Tu prends les outils de génération d'images, c'est du texte qui te permet de pondre une image. Et c'est pour ça, en fait, c'est eux qui ont, je pense, qui ont été précurseurs dans ce domaine-là. Ils avaient, à mon sens, pas d'autre choix que de mettre ça comme ça pour pouvoir être les premiers à percer ce domaine de l'intelligence artificielle au grand public. Donc, voilà, en tout cas, c'est mon analyse. Après, peut-être que tu as une autre analyse, ça peut être intéressant de voir ensemble justement dans les commentaires ce que tu peux en penser aussi de ton côté. Donc voilà, après, ChatGPT, ça a des petits concurrents. Alors, là dans l'article, je ne sais pas à quel type de concurrence il fait face justement, parce qu'ils disent qu'il y a 110 concurrents en face de ChatGPT. Pour moi, les concurrents principaux de ChatGPT, ça reste Google, Mistral et peut-être Meta.
Et puis aussi Grok, mais bon, disons que Grok, ils sont plus spécialisés pour raconter de la daube ou de faire de l'humour ou quoi que ce soit, ou faire des images assez... En termes de qualité d'image, Grok, je les trouve très très forts, hein. Je pense que c'est même peut-être, en termes d'image réaliste, ceux qui se rapprochent le plus du réalisme. Et j'en ai utilisé pas mal d'outils d'intelligence artificielle, notamment sur de la gestion des images, sur la génération des images. Et Grok, à chaque fois, on revient toujours quand même sur... On se dit, il y a quand même une bonne qualité, il y a quelque chose d'assez sympathique. Après, de l'autre côté, bon, pour ce qui est de Grok en lui-même, c'est pas forcément foufou. Google, pour moi, ils sont à la ramasse et je pense qu'ils sont en train de se prendre une déculottée sur ce terrain-là qui est monstrueuse. Et s'ils font un petit peu les sous-marins, je trouve qu'ils font les sous-marins. Bon, c'est l'impression que ça me donne, mais avec leur Gemini, là, ils font un petit peu les sous-marins et ils doivent peut-être travailler, en tout cas, j'espère pour eux, travailler sur un autre terrain parce que ChatGPT est en train de tout manger sur plein de domaines différents. Et pour Mistral IA, pour le coup, derrière Mistral IA, malheureusement, c'est français. C'est pas parce que c'est français que c'est malheureux, c'est parce que d'un point de vue administration, d'un point de vue législation, d'un point de vue tout ça, en Europe, on est des grosses daubes et on ne permet pas comment dire, aux technologies novatrices d'évoluer aussi rapidement que des technologies qui seraient aux États-Unis. Pour moi, il faudrait qu'ils aillent aux États-Unis, les mecs. Ils se cassent et puis ils vont aux États-Unis et ils font grossir leur truc, quoi. Il faut pas attendre que la France ou que l'Europe se mettent à bouger dans ce domaine-là parce que on est des pays qui, voilà, on est un vieux continent avec des vieux papis dedans qui sont dans un vieux gouvernement. Et aujourd'hui, si on ne fait pas bouger tout ça, on ne bougera pas en termes de croissance en Europe. Et si tu regardes la France, on est au bord de la faillite. L'Europe, concrètement, comme elle est poussée par la France et que la France ne veut pas être comparée à la Grèce, pour le coup, ils essayent de cacher un petit peu sous le tapis les problèmes de la France. Enfin voilà, on se retrouve dans une difficulté qui ne nous permet pas de progresser sur ces terrains-là. Et les États-Unis, les Chinois et puis peut-être le reste du monde vont nous mettre une grosse déculottée sur ce terrain-là. Bon, ceci dit, dans cet article, il parle de 110 concurrents. Il n'y a que ces trois-là, hein. Enfin ces 3-4-là que je t'ai proposé. Parce qu'à mon sens, les autres concurrents, si on fait par exemple référence à Perplexity, pour moi, c'est pas un concurrent de ChatGPT. C'est un consommateur de la technologie que ChatGPT propose, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'OpenIA. Parce que Perplexity, c'est un agrégateur de moteurs d'intelligence artificielle. Et c'est aussi en même temps un très bon agrégateur de contenu référencé sur le web. C'est-à-dire qu'ils vont être capables, sur une base d'une question, de te sortir du contenu, les sources de ce contenu, enfin qui t'ont permis de créer ce contenu-là. Donc c'est plus un agrégateur. Et pour moi, avec la dernière sortie que ChatGPT a mis en place, hein, si tu prends les dernières technologies que ChatGPT a mis dans son application, tu te retrouves à avoir exactement les mêmes sources. Donc ça veut dire que Perplexity, au final, c'est pas un concurrent direct, en tout cas, à ChatGPT, selon moi. Donc, tu vois qu'en termes de, comment dire, en termes de concurrence, pour moi, Chatty, ça reste dans mon petit cœur le premier et je pense qu'il va rester très très longtemps. Après, ça amène aussi plein d'autres choses. Moi, je pense que ChatGPT, ça va devenir, enfin, les outils d'intelligence artificielle vont devenir des extensions presque naturelles de l'humain. Pourquoi? Parce que moi, il n'y a pas une journée où j'utilise pas ChatGPT en ce moment, et encore plus en ce moment parce que du coup, je crée un side business à côté, et tu en as déjà entendu parler sur cette chaîne business, parce que pour le coup, on parle de comment développer des side business, soit pour faire la promotion de ces applications SaaS, soit pour faire la promotion d'une application mobile, ça pourrait être aussi une application mobile, ou tout simplement pour décrocher la monétisation, par exemple sur les réseaux sociaux, et de trouver plein d'outils, d'agréger plein d'outils pour pouvoir progresser dans ce domaine-là. Alors pourquoi est-ce que je dis que ChatGPT va être une version augmentée de l'être humain? Il y a plein de raisons à ça. Moi aujourd'hui, j'utilise ChatGPT pour absolument tout et pour rien, voire même le vendredi soir comme le samedi, je vais faire mes petites courses, je lui demande de me générer les menus que je vais faire dans la semaine, comme ça j'ai pas à y réfléchir. Les trucs qui me gavent, généralement je les pousse à ChatGPT. Mais même dans le milieu du code, par exemple, le mec qui n'utilise pas l'intelligence artificielle aujourd'hui pour développer, à mon sens, c'est un mec qui va pas tenir dans la durée. Tu peux pas tenir dans la durée face à des centaines de milliers de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail dans le milieu du développement,
qui eux seront à l'aise avec l'intelligence artificielle et qui vont te pondre du code beaucoup plus rapidement que toi et probablement dans quelques temps, quelques années, de meilleure qualité que toi. La personne qui reste dans son petit monde de développeur, moi je suis un dur, je suis un vieux du code, je code avec, avec mes petits doigts et ma tête et ça suffit largement pour coder, bah, il va se renfermer. Il va se renfermer parce qu'il va apprendre que ce qui l'intéresse par rapport à ce qu'il est en train de faire et il ne va pas élargir son spectre de développement par rapport à d'autres façons de coder. Parce qu'à ChatGPT, tu peux lui demander de résoudre une problématique en termes de code, mais de résoudre la problématique en fonction d'un contexte et en fonction de ce que tu veux. Si tu veux faire du clean code, eh bien pour le coup, ChatGPT va te proposer du clean code. Bien évidemment, après, il faut faire attention. C'est comme tout, on ne va pas balancer des développeurs prompteurs, comme on en voit beaucoup sur Internet maintenant aujourd'hui sur YouTube. Moi, ça me fait rire parce que j'ai eu une discussion derrière moi avec un développeur prompteur qui m'avait un peu trollé sur ce terrain-là et lui, il promptait plus que moi, quoi, tu vois. Mais c'est bien, c'est très très bien, parce que derrière, ça permet quoi? Ça permet de... Et c'est ça que je dis à travers mes différents shorts quand je dis que l'intelligence artificielle va tuer le métier des développeurs. La vraie raison à ça derrière, c'est qu'il n'y aura plus de développeurs à proprement parler. Tu sais, le pisseur de ligne, comme on a pu les appeler à une certaine époque, ce type de profil-là va complètement disparaître. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des architectes qui seront plus focus sur comment est-ce que je vais construire mon application et quels sont les éléments de code qui vont me permettre de résoudre cette construction d'application, comment les architecturer, comment architecturer tout cet ensemble-là pour que ça fasse un code qui soit solide et qui soit viable sur la durée. Et je pense que le profil de développeur va se transformer comme ça. C'est pour ça que quand je dis que le développeur est mort, le milieu du développement où des développeurs sont morts, le taf de développeur est mort, c'est un petit peu trollifique, on va dire, mais le fond du message, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le pisseur de ligne, comme on a pu en avoir des centaines de milliers il y a quelques années, vont petit à petit se transformer en personnes qui vont intégrer l'intelligence artificielle dans leur code pour pouvoir proposer du code plus rapidement qui n'a aucune valeur ajoutée. Faire des lignes de code, ça n'a pas de valeur ajoutée. Par contre, construire, architecturer, optimiser les fonctionnalités, ça a de la valeur ajoutée pour une entreprise. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment se focus grâce à l'intelligence artificielle. De l'autre côté, on peut parler justement des statistiques sur les attaques d'injection SQL. Moi, je pense que ça va disparaître assez rapidement, et notamment avec le fait que notre ami Chatty maintenant est capable de pouvoir se connecter au web. Donc ça veut dire que si demain tu lui dis fais-moi telle requête SQL, et puis essaye de la tester pour voir s'il y a des injections SQL dedans, tu vois. Donc tu peux, en fait, grâce à l'IA, tu peux résoudre ces problèmes-là de statistiques, justement, associés au fait que dans 5% des cas, tu as de l'injection SQL testée. À première vue, Copilot, ce serait 40% de vulnérabilité similaire. Donc tu vois, c'est même pire. C'est pour ça, d'ailleurs, dans un dernier short, j'ai dit que j'allais peut-être arrêter ma licence Copilot parce qu'il était moins bon que ChatGPT. Et je le trouve, hein. Je le trouve vraiment. C'est-à-dire que même le chat de Copilot est moins bon que ChatGPT. Et pourtant, ChatGPT, des fois, je lui balance du code sans vraiment lui donner de contexte et il arrive à trouver la solution parfaite qui correspond comme si je l'avais imaginé. Faut bien voilà. Pour moi, ChatGPT, c'est pas qu'il va coder mieux qu'un développeur, mais il va lui permettre d'atteindre la solution plus rapidement et peut-être de meilleure qualité parce que il aura drivé en fait l'intelligence artificielle pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Après, si on continue un petit peu dans l'idée de tout ce qui est vulnérabilité, cas d'erreur, c'est pareil dans le domaine de la médecine. L'intelligence artificielle va bousiller un paquet de métiers. Et ça, je l'avais dit aussi il y a 2 ans et on s'était foutu de ma gueule. Mais si tu vois, par exemple, en France, on a Téléperformance. Téléperformance, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est dans la téléprospection, le fait d'avoir du SAV par téléphone ou quoi que ce soit. Et eux, c'est une entreprise française, donc forcément, ils boudent. Et ils boudent l'intelligence artificielle. Et tu as exactement le même type de business, alors je ne sais plus si c'est en Nouvelle-Zélande, enfin voilà, dans les pays du Nord, qui ont viré 700 personnes parce que l'intelligence artificielle faisait mieux le taf que les mecs qui répondaient au téléphone. C'est ça qui est très fort. Mais c'est logique, c'est même logique. Alors moi j'en rigole parce que je me dis que de toute façon ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont plus d'intérêt à être dans le marché du travail, donc c'est l'occasion pour elles aussi de pouvoir se recycler et peut-être d'utiliser un outil d'intelligence artificielle pour pouvoir s'améliorer. Mais bon, pour en revenir au sujet principal, ils ont viré 700 personnes. Pourquoi? Parce que
l'IA répondait mieux aux questions parce qu'elle était entraînée à toutes les questions de l'entreprise, et puis elle était beaucoup plus empathique que les personnes qui répondent au téléphone. Mais c'est humain, c'est complètement humain ça. Ça veut dire que le mec qui fait de la téléprospection toute la journée, il va se manger des noms, des mecs qui vont les insulter, du raccrochage au nez. Moi le premier, je raccroche au nez les gars, je m'en tape en fait de leur boulot, c'est ingrat, c'est un boulot ingrat, mais j'ai autre chose à foutre que de répondre aux questions d'une vente de panneaux solaires ou de je sais quoi, tu vois. Et bah rendu à la fin de la journée, le gars moralement il craque, tu vois. Le dernier il se le fait. L'intelligence artificielle va résoudre ce problème-là. Il y aura une empathie bien meilleure, et d'ailleurs il y a beaucoup d'articles qui le montrent et d'articles scientifiques qui le montrent. L'intelligence artificielle est plus empathique par exemple qu'un médecin. Dans le domaine de la médecine, l'intelligence artificielle est meilleure qu'un médecin. Et si tu mets un médecin et l'intelligence artificielle ensemble, tu te dis, ça va surbooster les analyses. Bah non, en fait, le médecin dégrade l'analyse de l'intelligence artificielle. Tu peux rechercher, hein, je ne vais pas donner toutes les sources parce que sinon on va se retrouver avec un format sur l'IA qui est gigantesque, mais tu as plein de statistiques, pour donner un ordre d'idée, tu as 97% de taux de réussite sur une analyse d'une radio pour détecter par exemple un cancer, et puis quand c'est le médecin qui analyse, tu es à 57% par exemple, et quand tu mets les deux, tu es à 67 ou 64% de taux de bonne analyse, quoi. Donc c'est gigantesque. Dans le domaine de l'autisme, c'est les personnes qui ont des maladies qui sont autistes, ces personnes-là, toute leur vie, il faut leur répéter exactement la même chose, de la naissance jusqu'à la fin de sa vie, tu vois, au mec. Eh bien, concrètement, si tu mets une intelligence artificielle en face, elle sera toujours empathique, elle pourra lui répéter les choses 10 000 fois par jour, sans s'épuiser, sans être agressif, sans rien du tout. Concrètement, on a des outils à notre disposition qui vont révolutionner une grosse partie simplement de l'humain d'ordre global. Et le domaine de la formation. Moi, si aujourd'hui je fais plus une seule formation, on m'a demandé de refaire des formations sur Nico Develop, moi j'en fais plus pour une simple bonne raison, c'est que ça ne sert strictement à rien. Tu as ChatGPT qui est derrière toi, prof ultra empathique, ultra patient, qui peut t'expliquer exactement la même chose. Tu peux être teubé sur un sujet et rien comprendre, il va te réexpliquer continuellement sans s'énerver. Il n'y a rien de mieux pour apprendre. Et en plus, tu vas prendre un sujet qui t'intéresse, parce que généralement, quand tu achètes une formation, tu n'es pas forcément sur un sujet qui va t'intéresser. Donc, tu es sur un sujet qui t'intéresse. Tu vas progresser peut-être sur ton application, ton domaine, ton expertise qui t'intéresse. Et puis derrière, tu vas avoir un outil qui va être là pour pouvoir te répéter les choses, parce que tu as peut-être déjà posé la question, mais il va te la répéter sans avoir de préjugés ou quoi que ce soit. Il va pas dire t'es con, je te l'avais déjà dit précédemment, il y a 50 000 lignes plus haut. Et ça va aller encore plus loin, parce que avec ChatGPT, tu vas avoir aussi, et notamment c'est avec l'audio qu'ils ont ajouté dans leur dernière version, tu peux discuter en temps réel avec cet outil-là. Et il peut t'aider en temps réel. Je l'ai testé il n'y a pas très longtemps de ça pour faire du montage vidéo je cherchais une fonctionnalité particulière sur un outil de montage vidéo et je me posais la question, je me dis mais attends, comment est-ce qu'on fait ça? Et en discutant avec ChatGPT, il me disait il faut aller chercher telle information ou cliquer sur tel bouton et tout ça. Je lui dis non, je suis désolé, je vois pas ce bouton, moi ce que je vois à l'écran c'est ça. Et puis en fonction des informations que je lui ai données, il m'a retourné les bonnes informations qui pouvaient correspondre en fin de compte et m'aider en mode tutoriel en fin de compte, où justement le tutoriel est évolutif en fonction de toi. Et puis le dernier point, c'est aussi dans le domaine des tribunaux, tu vois, dans les enquêtes, dans tous ces domaines-là. Alors là, ça amène un sujet beaucoup plus large, c'est-à-dire que concrètement, on pourrait rentrer, tu sais, il y avait un film, je sais plus lequel c'était, moi je me rappelle plus du film, mais concrètement, qui te permet de faire des enquêtes criminelles et puis de les prévoir en amont. Là, pour le coup, on pourrait faire des analyses de criminalité beaucoup plus rapides, résoudre des enquêtes beaucoup plus rapidement, parce que du coup, tu vas agréger plein d'informations qui vont te donner des informations bien précises. Et d'ailleurs, moi je te parle de tout ça, hein, j'ai changé mon format, il n'y a plus de newsletter, par contre tu peux t'inscrire, juste en dessous tu as un lien vers mon Patreon, de façon à pouvoir accéder à toutes mes petites revues et mes petites explications, mes petits retours sur le domaine de l'intelligence artificielle, comme c'est le cas par exemple, mais juste en dessous on parle aussi de Starlink avec son déploiement de satellites, et puis l'objectif c'est de t'apporter en fait des opportunités de business pour que tu puisses justement développer tes propres business basés tout sur ces petites actualités économiques. Donc je vais essayer de poster un contenu par semaine. Tu peux t'inscrire juste en dessous. C'est comme une newsletter, sauf que c'est pas une newsletter et ça reste gratuit aussi. Donc comme ça, tu peux profiter de toute cette information-là. Mais pour en revenir justement sur l'innovation dans le domaine de la justice, pour le coup, tu te retrouves quand même à avoir un outil extraordinaire pour résoudre des problématiques où aujourd'hui,
Si on prend une enquête criminelle, ce qui se passe, c'est que plus la durée de l'enquête est longue, plus les preuves, comment dire, disparaissent. C'est plus compliqué de pouvoir trouver des relations. Et bah, plus tôt, en fin de compte, tu vas utiliser l'intelligence artificielle pour analyser une très grande quantité de données au départ, bah, plus vite tu vas pouvoir optimiser ou tout de même tu vas pouvoir agrandir, augmenter les chances de résoudre une enquête et peut-être aussi éviter des erreurs judiciaires. Alors ça amène plein d'autres problématiques sur les libertés individuelles, notamment ce qui est très controversé, c'est les caméras de reconnaissance faciale qui ont été déployées pour les JO. Je crois qu'elles sont toujours d'ailleurs déployées pour d'autres excuses X ou Y, peu importe. Donc effectivement, ça apporte d'autres problématiques. Ça, c'est un sujet, je pense qu'à notre niveau, on ne va pas forcément être capable de pouvoir y répondre, et c'est un niveau plus au-dessus. L'Europe, ils savent très bien faire, on va les laisser faire. Quand il s'agit de légiférer, c'est des pros, donc on va les laisser gérer ce truc-là. De l'autre côté, nous, ce qu'on peut faire, c'est créer des applications, intégrer l'intelligence artificielle dans ces applications et essayer de le faire bien. Donc, si tu veux aller plus loin, tu as deux choses à faire, simples. Un, tu t'abonnes, comme ça YouTube il pourra te repousser du contenu que je peux mettre sur cette chaîne YouTube. Et deux, bah, c'est d'aller dans la description et puis d'aller sur directement Patreon de façon à pouvoir accéder à mes différentes news. Alors au moment où je fais cette vidéo, c'est la toute première, donc ça va pas être Paname, tu vois. Mais contrairement à une newsletter où tu reçois le contenu, puis en fin de compte, tu as loupé tous les contenus précédents, là pour le coup, les personnes qui vont arriver nouvellement sur cette page-là pourront accéder au contenu précédent. Donc ça veut dire que tu vas te constituer une base gigantesque d'informations qui vont te permettre de trouver plein d'idées, plein de pistes pour développer tes propres applications. En tout cas, voici un petit format long que j'aime bien faire. Dis-moi si tu aimes bien aussi ça dans les commentaires et je te dis à plus tard. Ciao, bye.